Merci à l'ICPF de nous accompagner sur les conférences pour les intervenants. Merci aux intervenants, hein, Delphine et Pipiska pour ce soir. C'est très important ces conférences parce que l'objectif, c'est que en tant que patiente, on entend une information sur notre pathologie qui soit juste. Parce qu'entre nous, on peut se donner des conseils, c'est important, mais à un moment donné, il faut avoir cette information juste qui vient d'un professionnel de santé. Donc, merci d'être venu. Ça veut dire aussi qu'on est intéressé par notre parcours de soins, et plus on est intéressé par notre parcours de soins, et mieux on adhère, parce qu'on comprend ce qui se passe. D'accord? Donc, je n'en dis pas plus. Delphine va intervenir pour nous ce soir. Merci. Donc, je suis Totée Delphine du Tringer. Moi, je suis ravie d'être parmi vous. Merci d'ailleurs, Élodie, de m'avoir laissé l'opportunité de parler avec vous ce soir de mathématiques, donc de l'oncogénétique. Alors, l'oncogénétique, c'est un mot un petit peu barbare, effectivement, pour certains. Donc, de quoi on va parler? Quand on parle d'oncogénétique, on parle de prédisposition héréditaire au cancer, notamment. Donc, c'est vraiment de ça dont on va parler ce soir, et tout particulièrement, en fait, de comment on peut l'intégrer, cette notion, à la fois dans la prise en charge des cancers, mais également et surtout, même, je dirais, dans la prévention et le dépistage de ces cancers. La consultation d'oncogénétique, dont j'ai la responsabilité depuis quelques années maintenant, elle existe depuis 2015 en fait sur le territoire. Néanmoins, c'est vrai que, par exemple, si on regarde en France, c'est une activité, une thématique qu'on exploite depuis maintenant les années 90, donc ça fait quand même très très longtemps. Puis petit à petit, elle a pris de plus en plus d'espace, de plus en plus de place, notamment dans le parcours de soins justement des patients et particulièrement dans le cancer du sein, mais ça peut concerner tout type de cancer, hein, on va le voir. Aujourd'hui, cette consultation, elle est portée par l'Institut du cancer de Polynésie française. Donc, je travaille notamment en collaboration avec Armelle, qui n'est pas avec nous ce soir, mais je la remercie pour tout son travail. Elle assure tout le secrétariat et la logistique. Et puis ce soir, je ne vais pas parler toute seule. Moi, je vais intervenir pas mal au début. Et puis après, je laisserai la parole à Totée Arthur, Prisca. On illustrera à travers le cancer du sein et puis elle vous parlera, va vous donner des exemples de comment est-ce qu'on peut surveiller des femmes qui ont des risques plus importants de cancer du sein. Prisca, je te laisse peut-être te présenter. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais compléter plutôt sur la fin le topo de Delphine pour qu'on discute, pour ouvrir la discussion aussi sur à quoi ça sert finalement l'oncogénétique et le lien qu'on peut faire avec le dépistage, surtout dans le cancer du sein, parce que c'est un bon exemple pour illustrer toute cette thématique. Voilà. Absolument. Et bien, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, on n'est pas là pour faire un cours magistral, hein, très clairement, même si on est là pour vous apporter des informations. Donc, l'histoire, c'est que ça reste quand même relativement dynamique. Donc, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions, même si je sais bien qu'il y a un temps dédié, en fait, hein, sur la fin pour cela. Mais si tout d'un coup, il y a une question qui monte, voilà, ne la gardez pas et n'hésitez pas à vous exprimer. On est là quand même pour échanger. Puisque le cancer, l'oncogénétique dans le cas du cancer, c'est quand même une thématique qui est très spécifique, hein. Donc, pas rentrer tout de suite dans le sujet, on va reprendre les choses, de prendre de grandes généralités, en fait, pour en arriver petit à petit au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le cancer, c'est une thématique dont on parle beaucoup, hein, notamment aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on fait beaucoup de bruit pour rien ou est-ce que vous pensez que le cancer, alors évidemment, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, peut-être concernés, néanmoins, est-ce que dans le monde, vous pensez que c'est une pathologie qui est fréquente? Oui, de manière unanime, tout le monde est d'accord. Vas-y, Élodie. Donc, on pense aujourd'hui qu'il y a à peu près en 2022, 20 nouveaux cas par an. Alors ça, 1 million, ça nous semble beaucoup, mais c'est toujours pareil, ça a ramené à la population mondiale qu'on n'a pas toujours en tête. Donc, si on essaie de le dire autrement, on pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près une personne sur 5 qui va développer un cancer au cours de sa vie. C'est beaucoup, une personne sur 5? C'est beaucoup, absolument. Est-ce que vous avez une petite idée des localisations les plus fréquentes? Les cancers les plus fréquents dans le monde, à votre avis, c'est lesquels? Le sein, ouais. Non. Prostate,
l'utérus, le côlon. On est pas mal. Donc effectivement, quand on regarde, quel que soit le sexe, hein, là on cumule tout le monde, c'est le poumon en fait qui va sortir en premier lieu, juste devant le cancer du sein. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que le cancer du sein, même si ça concerne l'homme, ça reste quand même relativement anecdotique. Et donc on voit quand même que le cancer du sein chez la femme, on va dire, est quand même juste derrière le cancer du poumon qui rassemble hommes et femmes. On retrouve le côlon, effectivement, donc ça concerne les deux sexes. La prostate, je ne vous apprends rien en vous disant que ça ne concerne que les hommes. Et ensuite, le cancer de l'estomac, effectivement, qu'on va retrouver les deux sexes. Et le cancer, aujourd'hui, on estime dans le monde que c'est à peu près 1 décès sur 6 qui va être lié, effectivement, à un cancer. Et alors, en Polynésie, à votre avis, on est pareil, on en a plus, on en a moins? On en a plus. Ramener à la population. Comment? Ramener à la population. Ramener à la population? Alors non, effectivement, ce qu'il faut retenir, alors là, j'ai mis 865 nouveaux cas, c'était sur une période de 5 ans et c'était sur la période 2015-2019. Là, maintenant, on est en 2024 et puis on n'est jamais à l'abri d'en oublier un ou deux. Donc, on va se dire qu'il y en a à peu près 900 par an, ça me semble un bon chiffre. Et ramener à la population, effectivement, on est sur des chiffres qui sont très, très proches de ce qu'on peut observer ailleurs, notamment, par exemple, en métropole. On est vraiment à l'identique sur l'ensemble des cancers. Sur les âges au diagnostic, en Polynésie, on est un petit peu en dessous de 60 ans pour la femme, 58 ans, 66 ans chez l'homme. Et sur les localisations, alors est-ce qu'on est pareil ou pas? C'est pas trop. On est à peu près pareil. Il y en a qui veulent regarder les réponses. Donc là, chez la femme, là par contre, c'est par sexe. Hein. Donc chez la femme, on voit bien que le cancer du sein, on est en nombre 1. On est effectivement très, très largement devant. Suivi, si on le fait dans l'ordre, par effectivement la prostate qui va arriver. Mais si on cumule le nombre de poumons, hein, qu'on obtient en deuxième place chez l'homme et chez la femme, on est à peu près pareil que le nombre de cas de la prostate. Donc on voit bien que dans le trio, on est à peu près à l'identique de ce qu'on observe par ailleurs dans le monde en moyenne. Hein, c'est toujours en moyenne. On a quelques petites spécificités locales, mais on n'est pas là pour en parler ce soir. Mais en tout cas, sur les grands chiffres, on est à peu près pareil. Sur le nombre de décès, pour le coup, c'est 1 décès sur 4. C'est autant que de décès par maladie cardiovasculaire. Donc AVC, infarctus, de tout ça. Il y a autant de cancers, autant de décès par cancer que par ces pathologies vasculaires. Alors, à votre avis, est-ce que c'est on l'a dit, on en parle beaucoup, est-ce que c'est une maladie qui est récente, le cancer? Juste qu'on le dépiste mieux. Dépiste mieux, ouais. Vous pensez que ça existait depuis tout temps? Ouais. Alors oui, effectivement, hein, les premières traces de cancer qu'on a retrouvées datent de quasiment 2 millions d'années. Hein, donc c'est un petit peu éloigné, effectivement, c'est pas tout près de chez nous en termes de temporalité. C'était sur un os, en fait, on a retrouvé un cancer, et puis on ne va pas rentrer dans le détail, mais au fur et à mesure du temps, on a des preuves comme ça, hein, régulières de l'existence des cancers, et on sait qu'il y a des personnes qu'on connaît assez bien, comme Anne d'Autriche, qui était la maman de Louis XIV, pour le coup, qui est pas si éloignée que nous, finalement, et bien qui est décédée, en effet, d'un cancer du sein. Donc, effectivement, c'est vraiment pas une maladie récente, on la connaît depuis tout temps. Par contre, c'est une réalité de dire qu'il y en a plus des cas de cancer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on a plus de cancers? Alimentation, environnement. Ah, j'aime bien cette réponse. Vous êtes toutes pas. C'est tout bon, hein. On va dire, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la première raison pour laquelle on fait plus de cancers aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, on vit plus longtemps. Pourquoi on vit plus longtemps? Parce qu'on meurt moins d'autres choses. Alors, par exemple, on meurt moins à la guerre, on meurt moins de pathologies infectieuses parce qu'il y a les antibiotiques, parce qu'il y a les vaccins, parce qu'on a une meilleure hygiène. Et donc, de fait, si on meurt moins à 30 ans, à 40 ans, on vit plus longtemps. Et le cancer, même si on en voit à tout âge, plus on vieillit, plus il y a de cancer. Donc, ça reste quand même le facteur de risque principal du cancer, et qu'on oublie souvent, c'est l'âge. Hein, l'âge joue un rôle vraiment très, très important. Et aujourd'hui, sur l'augmentation des cancers que l'on observe, il y en a plus de la moitié qui sont liés juste au fait qu'on vit plus longtemps. Et après, le reste, vous avez cité quelques causes, l'environnement, l'alimentation. On va en reparler un tout petit peu après. Mais ça, c'est vraiment un point important, on le verra, on va en parler un peu après. Bon, rentrons dans le cœur du sujet. C'est quoi un cancer?
ça parle à tout le monde, puis en même temps, quand on essaie de creuser, des fois, finalement, on a du mal à se le représenter. Est-ce que quelqu'un a une petite idée, voudrait s'exprimer là-dessus? C'est une cellule qui s'est déréglée, Ouais. qui va se développer de manière anarchique. Oui, absolument. Il se développe de manière anarchique. Est-ce que c'est des définitions qui vous parlent? Oui. Alors, en fait, le corps, si on regarde, on a notre corps qui est constitué de systèmes, un système digestif, système urinaire, système nerveux. Et quand on va au plus petit, un système digestif, il y a un côlon, il y a un intestin grêle, un estomac, un œsophage, un pancréas, on a des organes. Quand on creuse un petit peu plus loin, on a les tissus, puis au bout du bout, on a ce qu'on appelle les cellules. On est tous constitués de milliards de toutes petites cellules et qui prennent des allures très différentes en fonction de la fonction qui est la leur, en fonction de ce qu'on leur demande, en fait, tout simplement. Et effectivement, la maladie, ce cancer, et vous avez exactement exprimé cela, c'est une cellule qui se dérègle à un moment donné. La question, c'est pourquoi, on va y venir. Et puis qui finissent par, en effet, se diviser de manière anarchique, former une petite boule qui va grossir, et puis éventuellement envoyer en fait des cellules à distance, c'est ce qu'on appelle les métastases. Alors comme c'est tout ça, c'est un peu du blabla, j'avais un petit film que j'aime bien, que je voulais juste vous faire visionner parce que je trouve qu'il est assez ludique. Alors vous m'en voudrez pas, c'est sur une plateforme en fait d'information pour enfants. Mais néanmoins, en fait, il est vraiment bien expliqué et puis il est un peu sympa parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours drôle. Élodie, je te ferai signe, je me permettrai juste, on va interrompre au milieu du film, il n'est pas très très long, mais on va rester vraiment focus sur qu'est-ce que c'est qu'un cancer et ne pas aller au-delà, pas trop parasiter, on va dire, le message à ce moment-là. Vas-y, envoie. Ouais, voilà, donc on retrouve bien les termes que vous avez employés, les cellules qui se dérèglent, qui se multiplient et qui envoient potentiellement des cellules à distance. Et tout ça fatigue le corps et empêche en fait les fonctions normales de l'organe en fait. Et donc on a au final des organes qui sont un peu en peine et c'est ce qui fait toute la définition du cancer. Mais alors, la question qu'on pose souvent, c'est pourquoi en fait ces cellules elles se dérèglent, Finalement, la question, c'est quoi la cause du cancer? Pourquoi un cancer se développe? Ça revient à se poser la question, pourquoi un jour on a une cellule sur un organe qui se met à se dérégler et puis à faire n'importe quoi? Est-ce que vous avez une petite idée? On a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'âge. Déjà, par exemple, c'est un exemple. On prend l'âge, les cellules, elles vieillissent un petit peu, et elles vont se mettre plus facilement à se dérégler. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a plein de raisons pour qu'une cellule se dérègle. Plein. Et il n'y a jamais une cause à un cancer. Il n'y a jamais une cause pour qu'une cellule se dérègle. En général, il faut qu'il y ait plein de petites causes comme ça qui viennent s'accumuler et qui, à un moment donné, va aboutir au développement, en fait, du cancer. Et c'est vrai que j'aime bien comparer ça un peu, c'est un peu comme une recette de cuisine de cancer dont les ingrédients vont vraiment varier d'un cancer à l'autre, évidemment, mais pour un même cancer, si on prend le cancer du sein, toutes les recettes vont être différentes d'une femme à l'autre. Alors, qu'est-ce que j'entends par ingrédient? Qu'est-ce qui peut jouer? Donc, on va le voir ensemble, il y en a que vous connaissez, mais donc le premier, c'est le hasard. Alors, je suis un peu obligée d'en parler. J'aime pas bien parce que la faute à pas de chance, ça ne nous fait pas beaucoup avancer. Et puis, je pense qu'on y met aussi tout ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, hop, c'est le hasard.
même s'il y a beaucoup de papiers dans la littérature scientifique qui montrent quand même le rôle du hasard. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, on va dire. Le deuxième, et qui fait beaucoup parler, c'est tout ce qui va être lié au mode de vie et à l'environnement. Et tous ces modes de vie, cet environnement qui va venir agresser nos cellules, en fait, et puis au bout d'un moment, si elles sont trop agressées, elles peuvent se mettre à se dérégler. Vous en connaissez des facteurs comme ça, liés au mode de vie ou La sédentarité. Ouais. Le soleil. Le soleil, La cigarette. chimique. ouais, produits chimiques. Tout à l'heure, de quoi vous alliez parler quand l'alimentation, absolument. Il en manque un. L'alcool. Alcool. Voilà. Alors, oui, exactement, le tabac, on l'a dit effectivement. Donc le mode de vie, on va le dire que c'est plus ou moins conscient, puis l'environnement, on met dedans un petit peu tout ce qui nous entoure, mais dont on n'est pas trop conscient. D'accord? Donc effectivement, alors, le tabac, ça c'est le number one. Hein, c'est 20% des cancers sont liés au tabac. Si on le dit autrement, si plus personne ne fume, on évite 20% des cancers. Ensuite, on a l'alcool qui arrive derrière, on a à peu près sur une dizaine de pourcents, un petit peu moins. Puis effectivement, l'obésité, l'alimentation. Puis ensuite, on arrive sur tout ce qui va être environnemental. Et ce qu'on sait parfois pas trop, c'est qu'il y a des virus, il y a des bactéries qui peuvent favoriser en fait le développement de certains cancers et participer grandement justement à son développement. Hein. Et puis après, il y a tout ce qu'on ignore, effectivement, la malbouffe. Alors certes, il y a tous les produits gras, pas assez de légumes, pas assez de fruits, trop de viande ou de produits carnés. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas dans notre alimentation, dont on parle beaucoup aujourd'hui, tous les produits ultra transformés, qui sont pas mal montrés du doigt et qui manifestement participent grandement aujourd'hui à l'augmentation de certains types de cancers qui vont être associés à l'alimentation. Ce n'est pas forcément non plus le cas de tous les cancers. Les ingrédients dont on parle aujourd'hui, chaque cancer, c'est un petit peu un mix de certains d'entre eux, mais ce n'est pas forcément tous ces facteurs-là. Hein. Le troisième ingrédient, c'est les facteurs constitutionnels. Alors, qu'est-ce que j'appelle? On se rapproche tout doucement de la génétique, mais c'est des choses qui n'ont rien d'anormal. C'est le fait d'être une fille, le fait d'être un garçon, le fait de prendre de l'âge. Tout ça, c'est ce que j'appelle les facteurs constitutionnels et qui vont favoriser ou augmenter notre risque de développer certains types de cancers. Hein. Et puis, dernier point, on y arrive, c'est effectivement les facteurs génétiques. Donc, on va préciser un petit peu ce que c'est, puisque c'est quand même le sujet de la soirée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils jouent toujours un rôle, ne serait-ce qu'un tout petit rôle. Mais ça, c'est vrai quelle que soit la maladie. Hein. La génétique, notre susceptibilité à réagir à différentes maladies, ça, c'est notre génétique qui le définit. Mais dans certains cas, ce facteur génétique, il peut être vraiment l'ingrédient principal dans la recette de certains cancers. Et ça, c'est le cas dans 5-15% des cancers, grand maximum. On voit que ce n'est pas beaucoup. Hein. Et c'est là qu'on parle de prédisposition héréditaire au cancer. En tout cas, prédisposition au cancer, c'est quand le facteur génétique prend toute la place et est vraiment l'ingrédient principal de la recette. Si on illustre un peu les choses, on prend… Non, juste avant, c'était bon. C'était juste pour… voilà. Si on prend par exemple l'exemple du cancer du poumon chez quelqu'un qui va fumer, quand on regarde, on sait que le mode de vie, là, va être vraiment l'ingrédient principal de la recette. On sait que la cigarette aura agressé les cellules et qu'elles se sont mises à se dérégler. J'ai une question là. Oui. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Ouais. Hein, mais j'ai travaillé avec une personne qui fume. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est l'inhalation de la fumée, en fait. Effectivement, on inhale la fumée qui vient effectivement agresser les cellules de nos poumons, ce qu'on appelle le tabagisme passif. Absolument. Et puis après, le hasard ou les facteurs génétiques jouent un rôle, mais alors, le hasard un peu, facteurs génétiques très peu. En tout cas, de ce que l'on en connaît aujourd'hui. Hein. Il y a d'autres exemples, cancer du col de l'utérus. Alors là aussi, ça joue beaucoup, mais c'est un virus qui va jouer un rôle primordial, majeur. Sans virus, pas de cancer du col de l'utérus. Après, néanmoins, on voit bien que certaines femmes qui portent le virus vont développer le cancer, pas d'autres. Donc, il y a d'autres facteurs qui jouent. Et donc, c'est le reste, hasard, facteurs constitutionnels et facteurs génétiques qui vont jouer aussi un petit peu. Hein. Mais là, l'ingrédient principal, clairement, ça va être le virus, qu'on appelle le papillomavirus.
Et puis après, on a un certain nombre de cancers qu'on connaît assez bien aujourd'hui, pour lequel le facteur principal peut être en effet le facteur génétique. C'est le cas de certains cancers du sein, c'est le cas de certains cancers des ovaires, c'est le cas de certains cancers gros intestin, du côlon, de l'utérus aussi un peu, alors pas du col, hein, pour le coup du corps, et puis de quelques autres qui sont moins fréquents. Alors le pancréas et la prostate aussi. Voilà, en gros, 5 à 15% de ces cancers-là peuvent être liés, pas tous, hein, évidemment, mais 5%, 10% des cancers du sein peuvent être liés à un facteur génétique, un facteur héréditaire qui va prendre effectivement toute la place. Alors, ce facteur héréditaire, c'est quoi? Parce qu'évidemment, ce n'est pas le cancer qu'on se transmet. On parle de cancer héréditaire, mais c'est un peu un abus de langage, évidemment. Ce n'est pas comme la grippe ou le Covid qu'on va se transmettre en se parlant. Là, évidemment, ce n'est pas du tout ça. En fait, nos cellules, on en a parlé tout à l'heure, on en a des milliards. On l'a vu. Elles sont toutes différentes en fonction des fonctions qu'elles peuvent avoir, mais elles ont un point commun, c'est qu'elles ont un noyau, presque toutes, et que dans leur noyau, elles ont toutes un code génétique, un patrimoine génétique qui vous est propre. C'est un mode d'emploi, je dis souvent, unique et qui vous appartient et qui vous définit tous et toutes. Ce mode d'emploi, il est composé de 25 000 chapitres. C'est ce qu'on appelle des gènes. C'est quand on étire vraiment ce chapitre, donc c'est vraiment des lettres qui se succèdent et une petite partie, un chapitre, c'est ce qu'on appelle un gène. Un gène ou un chapitre, un rôle. D'accord? Donc on a quelques gènes qui codent pour la couleur de nos yeux, d'autres pour notre taille, pour notre allure, si on a un petit nez, un grand nez. Et puis, on a tous ces gènes qui codent pour des fonctions qu'on ne voit pas, celles qu'on connaît assez bien, notre groupe sanguin. On a des gènes qui codent pour cela. Et puis, on a également une multitude de gènes qui, eux, sont là pour veiller au bon fonctionnement de notre corps humain. Et quand on parlait des cellules qui se divisent et qui doivent le faire en fonction des besoins du corps, comme on l'a entendu dans le film, les cellules, elles naissent, elles meurent, mais toujours en nombre égal. Eh bien, pour le coup, on a des gènes qui veillent en permanence à ce que ça se passe de cette façon-là. Et puis, de temps en temps, eh bien, dans un gène, on a une petite faute d'orthographe. Vous voyez, là, la faute, elle n'est pas grande. C'est un G qui est devenu un C. Et ça peut suffire pour que le gène, pour que le chapitre ne fonctionne plus et n'assure plus ses fonctions. Et donc, quand il s'agit d'un gène qui est là pour réguler nos cellules, s'il ne marche plus, il ne régule plus. Et donc, nos cellules, elles vont se mettre à faire un peu n'importe quoi, sans même, ou beaucoup plus tôt que celles qui auraient été agressées par l'environnement ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, c'est là que le risque de cancer va fortement augmenter. Donc, en définitive, on parle donc de prédisposition au cancer lorsqu'effectivement, on est porteur d'une altération génétique qui fait que l'un de nos gènes ne marche pas très bien et que, on est moins bien protégé, on protège moins bien nos cellules qui vont se mettre à faire n'importe quoi. Et donc, notre risque de cancer va être très augmenté par rapport à n'importe quelle autre personne. Ce qu'on recherche aujourd'hui en génétique, parce que je l'ai dit, la génétique, elle joue toujours un rôle, des fois petit, des fois grand. Aujourd'hui, on ne sait pas encore rechercher des petits rôles ou des moyens rôles. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment un rôle majeur. On cherche le rôle principal. C'est vraiment l'objectif de l'oncogénétique aujourd'hui. Après, tout ça, ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est un gène, une anomalie qui augmente le risque de cancer de manière très élevée. Alors là, on a vu ce que c'était qu'une prédisposition au cancer. Pourquoi on parle d'hérédité? Parce que notre patrimoine génétique, on l'hérite de nos parents, puis on le transmet pour moitié à nos enfants. Et donc, c'est le hasard qui fait qu'on transmet tel ou tel gène. En tout cas, lorsqu'il existe une altération de ce type-là dans un patrimoine génétique, on a un risque sur 2 de transmettre à la génération suivante. Donc, cette altération, elle peut se transmettre comme ça de génération en génération. Comme je viens de le préciser, ça ne veut pas dire que tous les membres de la famille en sont porteurs. Des fois, on a des filles, des fois, on a des garçons. Des fois, on transmet, des fois, on ne transmet pas. Et après, ce n'est pas parce qu'on est porteur de cette prédisposition que forcément, ça veut dire qu'on va faire le cancer. Je l'ai dit, on augmente notre risque de faire un cancer, mais ce risque-là, il n'est pas de 100%. On va y revenir. Et donc, on parle de prédisposition héréditaire au cancer. C'est effectivement, ce n'est pas le cancer qu'on se transmet, mais une altération génétique qui se transmet comme ça via le patrimoine génétique. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais? C'est bon? Alors,
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce type de prédisposition héréditaire, elle n'augmente pas le risque de cancer tout court. Hein, ça n'existe pas. Mais une altération augmente le risque de certains types de cancers. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle le syndrome sein-ovaire. C'est ce qui, on va dire, m'occupe à 80% de ma consultation. C'est une anomalie qui va favoriser grandement le cancer du sein, le cancer des ovaires et puis d'autres cancers de manière un peu moindre, mais notamment le cancer de la prostate chez l'homme. Après, on a d'autres types de prédispositions qu'on appelle le syndrome de Lynch, cette fois-ci, qui lui a plutôt tendance à favoriser l'apparition des cancers du gros intestin, donc du côlon, qui peut être associé des fois à des risques de cancer de l'utérus, du corps. Puis après, il y a plein d'autres petits risques associés, notamment digestifs ou urinaires, mais de manière un petit peu moindre, donc je ne les ai pas détaillées. Et puis, on peut en décrire comme ça beaucoup. Donc là, je vous ai mis, certaines favorisent les mélanomes, les cancers du pancréas et les cancers du rein. D'autres vont plutôt prédisposer au cancer du sein et au cancer de l'estomac. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une anomalie qui favorise tous les cancers, mais certains petits groupes de cancers, ce qu'on appelle le spectre, en fait, de la prédisposition héréditaire. Et puis, la deuxième chose, je l'explique, ce n'est pas parce qu'on est porteur de la prédisposition que forcément on va faire le cancer. Ce n'est pas parce que vous fumez que forcément vous allez faire le cancer du poumon. Hein. Vous augmentez votre risque, mais vous ne faites pas le cancer de manière systématique. C'est exactement la même chose, à la différence près, c'est que vous savez que vous fumez, alors que la prédisposition, et que vous pouvez arrêter. Alors que la prédisposition héréditaire, en l'occurrence, eh bien, on ne la connaît pas forcément et surtout, on ne sait pas la guérir. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas modifier les gènes. Hein. Donc, si je vous donne quelques exemples, pareil, pour que vous rendiez un petit peu compte, donc, dans le syndrome sein-ovaire, le cancer du sein chez Madame Tout-le-Monde, alors Madame Tout-le-Monde, elle n'existe pas, hein, en vrai, c'est une moyenne, mais quand on prend l'ensemble des femmes, on sait qu'il y a à peu près une femme sur 8 qui va développer un cancer du sein au cours de sa vie. C'est énorme, hein, une femme sur 8. Et donc ça nous fait à peu près 12% au cours de toute la vie de développer un jour un cancer du sein. Quand on est porteuse d'une prédisposition héréditaire au cancer du sein, on a des risques qui peuvent monter 45, 50, qui peuvent aller jusqu'à 70%. Donc vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence, hein, et on comprend assez facilement pourquoi la génétique est vraiment l'ingrédient principal. L'ovaire qui arrive juste derrière, en population générale, ce n'est pas un cancer qui est très fréquent. Ce n'est pas comme le cancer du sein. C'est à peu près 1%, une femme sur 100 qui va faire un cancer de l'ovaire au cours de sa vie. Et en cas de prédisposition héréditaire, certaines prédispositions peuvent monter jusqu'à 40%. Donc c'est énorme, hein, le gap entre 1 et 40%, c'est assez important. Et puis pour reprendre juste le syndrome de Lynch, que ce soit le côlon ou le cancer de l'endomètre, en population générale, c'est des risques qui sont 3, 4, 5%. Hein, et qui peuvent monter. Alors, le Lynch, il y a plusieurs gènes, donc il y a des risques qui sont assez larges, mais qui peuvent monter jusqu'à 50, 60% de risques au cours de toute sa vie de faire un jour ce type de cancer. Donc, on est vraiment sur des risques très élevés. C'est comme ça qu'on les qualifie et c'est pour ça qu'il faut qu'on les prenne en charge, en fait, de manière adaptée. Et donc, c'est quoi l'oncogénétique? Comme je le disais, on fume, on peut arrêter, on sait qu'on fume. Eh bien, la prédisposition héréditaire, on ne sait pas. On en est porteur. Et donc, c'est tout le but de l'oncogénétique, eh bien, c'est d'aller rechercher, en fait, des prédispositions héréditaires chez une personne dans l'objectif, bien évidemment, d'utiliser cette information, soit pour la prise en charge du cancer, ou, en tout cas, avec l'objectif ambitieux de prévenir ou de dépister en fait un cancer le plus tôt possible. On va y revenir. Alors oui, j'ai mis cette petite illustration. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous connaissez Angelina Jolie, hein? Oui. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Maintenant, ça remonte un petit peu en fait. Hein. Mais c'était l'ex-femme de Brad Pitt, pour le coup. Ce n'est plus la femme de Brad Pitt. Dont la maman, dont la grand-mère avait développé des cancers. Et qui était porteuse d'une prédisposition héréditaire. Elle-même en était porteuse également. Et elle a beaucoup médiatisé cela. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui parle aux gens parce qu'on en a entendu parler. Et donc, comment on fait pour mettre une prédisposition héréditaire à jour? Eh bien, on passe par le biais d'une consultation et d'une prise de sang pour faire des analyses génétiques. Alors concrètement, qui est-ce qui vient en consultation? Comment ça se passe?
dans la plupart du temps, dans la démarche, on aime bien commencer par une personne qui a développé un cancer. Quand on a suspicion de prédisposition héréditaire dans une famille. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, dans une famille, tout le monde n'en est pas porteur. Donc, forcément, si on commence par tester quelqu'un qui n'a fait aucun cancer, diminue nos chances de mettre quoi que ce soit en évidence. Donc, dans la démarche, en tout cas des analyses, on commence souvent par la personne qui a fait un cancer. La plupart du temps, en fait, ce sont des personnes qui nous sont adressées en consultation par des TOT. Mais bien évidemment, toute personne peut venir consulter si elle est inquiète de son histoire familiale. Ça, c'est certain. Donc, on fera l'arbre ensemble, on va y revenir, et puis éventuellement, on choisira dans un second temps la personne la plus adéquate, entre guillemets, à qui proposer les tests génétiques. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est de proposer une surveillance adaptée à l'histoire familiale. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement en consultation quand on reçoit les patients? Donc, on va évaluer les risques, donc comme je l'ai dit, de prédisposition héréditaire sur 2 bases. À la fois l'histoire individuelle, personnelle du patient qui est en face de nous, et puis à la fois sur son histoire familiale. Donc pour ça, on va aller regarder un petit peu dans le dossier médical. Plus d'informations on a, le mieux c'est. On va le voir pourquoi. Et puis, on va prendre beaucoup de temps à faire un arbre généalogique. On va regarder comment est structurée la famille. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes? Où se situent les cancers par rapport à la personne? Et puis, quels sont les âges au diagnostic? Voir quel type de cancer. Là, ça devient un petit peu compliqué quand on parle du cancer du sein de l'arrière-grand-mère, de savoir exactement quel était le type de cancer du sein. Et puis, on sait qu'on se trompe. On sait qu'on a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Tout le monde ne sait pas exactement de quoi est décédée mamie. Et puis, des fois, on pense que c'est un cancer et puis, en fait, ce n'était pas celui-là. Donc, tout ça, on en est bien conscient, mais évidemment, on fait sur la base de l'interrogatoire. Alors, à cette première consultation, c'est très souvent ce que je dis, je n'ai pas de boule de cristal. C'est-à-dire que juste sur la base d'une histoire personnelle, sur la base d'une histoire familiale, je ne peux pas dire il y a ou il n'y a pas une prédisposition héréditaire. Moi, la question à laquelle je réponds à cette première consultation, c'est est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une prédisposition héréditaire? Et donc, est-ce qu'il y a une indication à proposer un test génétique aux patients? Des fois, on se trompe. Une fois de plus, des fois, on se dit, non, il n'y a pas d'indication. Puis finalement, peut-être que des années plus tard, on met en avant une prédisposition héréditaire. Puis parfois, à l'inverse, on va le voir, même la plupart du temps, on teste et puis il n'y a rien. Alors, comment, à votre avis, on repère les patients ou les familles pour lesquelles on se dit, tiens, il y a peut-être un risque de cancer héréditaire? Quels sont les petits arguments qui peuvent nous y faire penser? Un cancer jeune, à 25 ans ou à 30 ans. Un cancer jeune, absolument. Et notamment sur une localisation où on n'a pas trop l'habitude de voir ces âges-là, parce qu'effectivement, le cancer chez l'enfant, le cancer chez l'adolescent, l'adulte jeune, ça existe, on le sait. Il y a certaines localisations qui sont typiques. Par exemple, si on prend le cancer du testicule chez l'homme, en général, ça n'a rien d'anormal d'avoir un diagnostic à 25 ans. Par contre, effectivement, un cancer du sein, à 30 ans, c'est quelque chose qui va, par exemple, nous interpeller. Donc là, absolument, chez la personne, mais ça peut être dans la famille, bien sûr, vous avez une petite idée. Nombre de cancers, quand même. Si on parle d'hérédité, c'est qu'on se dit qu'il y a peut-être plein de cancers dans la famille. D'ailleurs, c'est souvent ce qui peut nous faire peur, ce qui nous alerte absolument, à nous dire « Ah mince, j'ai plein de cancers dans ma famille, qu'est-ce qui va m'arriver en fait ?» Donc, je vais vous donner quelques exemples et puis vous en faire l'analyse rapide. Par exemple, si j'ai une dame qui vient me voir, qui me dit « Ah on a eu toutes les deux un cancer du sein après 65 ans, il n'y en avait pas avant, on s'inquiète. Qu'est-ce que je dois dire en fait à nos filles ?» Alors, une fois de plus, bien sûr, je ne vais pas dire que leurs filles ne feront jamais de cancer du sein, je n'ai pas de boule de cristal et on l'a vu, le cancer du sein, c'est très fréquent. Il y a plein de raisons de faire un cancer du sein autre que l'hérédité. Mais en tout cas, sur le plan génétique, c'est une histoire qui va être relativement rassurante, en ce sens où, puisque le cancer du sein est très fréquent, finalement, d'en observer 1, 2 cas dans une famille, ce n'est pas quelque chose qui nous alerte forcément. Et puis, 65 ans, c'est un âge, on va dire, relativement classique. Donc, pour le coup, là, on va rassurer la dame. Puis, on va lui dire, si jamais il y a de nouveaux cas, revenez nous voir.
Deuxième exemple, qui arrive assez régulièrement, quelqu'un qui vient me voir, qui va bien pour le coup, puis qui me dit, oulala, donc j'ai ma sœur qui a fait un cancer du sein à 65 ans, j'ai mon frère qui a fait un cancer du poumon à 58 ans, à 50 ans, bon, il fumait, mon père un cancer du côlon à 69 ans, et un de mes oncles, côté maman, un cancer de la prostate à 75 ans. Donc là, il commence à s'inquiéter, à se dire, oula, plein de cancers dans ma famille. Donc oui, effectivement, il y a plein de cancers dans sa famille. Ça, pour le coup, on ne peut pas l'ignorer. Néanmoins, est-ce que c'est évocateur de prédisposition héréditaire? Pas franchement, pourquoi? Parce que déjà, on va regarder ce qui se passe du côté de papa, indépendamment de ce qui se passe du côté de maman. Hein, ça, c'est certain. On ne cumule pas les risques, en fait, quand on parle d'hérédité. Hein. Et quand on regarde après, on a des cancers, une fois de plus, qui sont assez fréquents, sur des âges assez classiques. Le frère, on l'a vu, il a un cancer du poumon, mais manifestement, il fumait beaucoup. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, dans la recette, on se dit que le tabac a sans doute beaucoup joué, la génétique beaucoup moins. Et puis surtout, comme je vous ai dit, on ne met pas tout avec tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prédisposition au cancer tout court. Et là, moi, j'ai rien que je peux rassembler en me disant, ah ben oui, peut-être que c'est lié à la même prédisposition. Donc c'est pareil, l'histoire familiale, elle est importante, mais on va rassurer le patient, on va lui dire que c'est mieux de ne pas fumer, que c'est mieux de ne pas boire, qu'il faut bien manger, enfin voilà, toutes les discussions, enfin voilà, toutes les petites recommandations que vous connaissez par cœur. Mais d'un point de vue génétique, il n'y aura rien de particulier à lui proposer. Et le dernier cas, quelqu'un qui me dit, bah voilà, on vient de trouver un cancer du sein chez ma sœur, elle a 35 ans, et puis c'est le troisième cas, ma maman en a fait un, à la quarantaine, et puis ma grand-mère en est décédée. Et donc, bah, cette jeune fille, effectivement, elle a peur et elle voudrait un conseil. Donc là, typiquement, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a quoi que ce soit d'héréditaire, mais là, c'est une histoire qui va déjà nous interpeller un peu plus. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 3 cancers du sein. Hein. Ok, je veux bien que ça soit une maladie fréquente, mais au bout d'un moment, quand on commence à cumuler, on se dit que statistiquement, il ne devrait peut-être pas y en avoir autant, surtout si la famille est toute petite. Et puis, on a des âges aussi qui nous interpellent. Hein. On l'a dit tout à l'heure, un cancer à 35 ans, effectivement, ça peut arriver en dehors de toute prédisposition, mais forcément, ça nous interpelle. Donc là, on a 3 cancers, dont 2 avant 50 ans, dont un même avant 40 ans. Donc là, il y a une indication, effectivement, à faire un test génétique et on va le proposer à la sœur, celle qui a fait le cancer du sein. D'accord? Voilà, donc en conclusion, quand on rencontre les patients en consultation, on utilise plein de petits arguments, le nombre, la répartition des cancers dans la famille. Ah oui, ça c'est pareil. Quand on fait un cancer du sein et puis qu'on dit ah ben j'ai ma cousine qui a fait un autre cancer du sein, la cousine, ça semble rapproché, mais sur le plan génétique, c'est déjà assez éloigné. Hein, on partage que 12% de patrimoine génétique avec ses cousins germains. Donc pour nous, c'est déjà du 3e degré. Donc on va vraiment s'intéresser dans ce qui se passe au 1er degré, donc les parents, les frères et sœurs, les enfants, et puis éventuellement 2e degré, les tontons, les tatis, voilà. Mais on va rarement au-delà. Hein. Enfin, on regarde bien sûr, on s'y intéresse, mais ça pèse moins dans la balance. Les âges au diagnostic, on l'a dit, le sexe aussi c'est important. Un monsieur qui vient me voir avec un cancer du sein, on va lui proposer un test génétique, quelle que soit l'histoire familiale, d'accord? Simplement parce que c'est un cancer du sein chez l'homme. Localisation des cancers, on en a parlé, on ne met pas tout avec tout. Et puis, les caractéristiques histologiques des cancers, ça, c'est des petits trucs très précis. Ils peuvent être effectivement certaines formes, notamment dans le cadre des cancers du sein, qui peuvent nous faire évoquer une éventuelle prédisposition héréditaire. Voilà. Et donc, au final, à la fin de la consultation, on se dit, est-ce qu'il y a une indication à un test génétique? Donc, si la réponse est non, alors, c'est pas le plus fréquent, parce que souvent, quand ils arrivent jusqu'à moi, les patients, c'est qu'il y a quand même une indication. Parce que Toté, en général, les Toté filtrent en amont, on valide des indications. Alors, soit c'est parce que, à la base, il y avait bien l'indication, mais entre-temps, le patient, il s'est un peu rencardé, puis finalement, il s'est rendu compte que, non, la cuisine, en fait, c'était pas un sein, c'était un poumon. Puis finalement, la grand-mère, voilà. Donc, finalement, il n'y a plus d'indication. Soit parce que, comme la personne qui vient me voir tout à l'heure avec plein de cancers, puis finalement, non, on se dit non, il n'y a pas d'indication. Donc là, on rassure le patient et puis on lui donne quelques conseils de base, comme je venais de le dire. Soit, la plupart du temps, il y a une indication de test génétique. Donc là, on va faire une prise de sang. Hein. Un test génétique, les gens s'imaginent souvent effectivement des prélèvements très complexes, etc. C'est une prise de sang et on ne prend vraiment pas beaucoup de sang, 5 millilitres, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, on va signer un consentement parce que ce sont des analyses génétiques et que c'est très, très protégé sur le plan légal. On met quelques mois d'analyse en général, c'est assez long, ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire un petit peu au-delà parfois.
mais en général, c'est 4 à 6 mois. Et puis, je revois le patient systématiquement, quel que soit le résultat. Alors, soit c'est négatif. Alors, on va le voir, ce n'est pas négatif en tant que tel, mais en tout cas, ce qu'il faut surtout voir, c'est que 9 fois sur 10, on ne retrouve rien. 9 fois sur 10. Il y a une histoire familiale, il y a une indication individuelle, il y a une indication de test, on fait le test et on ne retrouve rien. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien forcément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on teste que ce que l'on connaît en génétique. Hein, c'est-à-dire, dans le syndrome sein-ovaire, c'est 13 gènes sur 25 000. Ça nous laisse un tout petit peu d'espace pour d'autres prédispositions qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. En fait, hein. Donc, même quand cette analyse elle est non informative, plutôt, elle n'élimine pas à 100% l'idée qu'il puisse y avoir un petit quelque chose d'héréditaire. Hein, et donc, on reste toujours hyper prudent et on va donner quand même des conseils de surveillance à la famille, aux patients. Et des fois, on peut même proposer des surveillances comme s'il y avait une prédisposition. Prisca vous en parlera après. Hein. Et puis, si c'est positif, bah, c'est 10% des cas. Alors là, il y a pas mal de conséquences dont on va parler juste après. Puisque justement, on va illustrer ça. C'est bon, tu peux passer. Voilà. On va illustrer ça concrètement avec le cancer du sein. Je l'ai dit, le cancer du sein, aujourd'hui, c'est vraiment la localisation pour laquelle on a le plus de recul et pour lesquelles on connaît très, très bien en fait, les prédispositions héréditaires. Hein, c'est la plus ancienne, en tout cas, en termes de découverte, avec des gènes qui ont été découverts, 2 gènes notamment, dans les années, on va dire, 80. Donc, c'est l'histoire d'Anna Veil. Anna Veil, elle a 41 ans, elle est instituteur, et puis elle débute sa prise en charge pour un cancer du sein. Elle est adressée en oncogénétique parce qu'à l'interrogatoire, elle a expliqué à son gynéco que finalement, elle avait quand même quelques cas de cancer dans la famille. Donc, je la reçois. Je vais regarder un petit peu son dossier, comme je l'ai dit. Bon, il n'y a pas d'autres antécédents remarquables. Anna Veil, par ailleurs, elle va bien. On approfondit un petit peu. Elle a un cancer du sein droit. Elle n'a pas d'envahissement au niveau des ganglions. Et puis, moi, de mon point de vue, il n'y a pas de caractéristiques sur la tumeur qui m'évoquent quoi que ce soit, en tout cas d'héréditaire. Elle débute sa chimiothérapie, je l'ai dit. Et puis, dans la foulée, à l'issue de cette chimiothérapie, on a prévu de faire une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire qu'on va enlever la tumeur, mais on ne touche pas au reste du sein. Et puis derrière, probablement des rayons, et puis un petit traitement par voie orale pendant quelques années en entretien. Ça, c'est son parcours de soins, c'est son protocole de soins, en tout cas, qui est proposé, qui est prévu pour cette patiente. Et puis derrière, on va faire l'arbre. Comme je disais, on prend le temps de bien regarder. Donc, Anna Veil, elle a 2 frères, 2 sœurs, elle a 2 enfants. Et on retrouve effectivement, sa sœur a fait un cancer du sein à 52 ans. On regarde dans la branche de la maman, les ronds, c'est les filles et les garçons, c'est les carrés, en fait. Hein. Donc, maman, elle est là. Donc, pareil, il y a une fratrie relativement nombreuse. Et puis, on retrouve un cancer du poumon chez le grand-père, mais on n'a pas plus d'indices, si ce n'est que c'était un âge très correct, on va dire, très classique. Et quand on regarde ce qui se passe dans la branche de papa, papa va bien, il y a beaucoup de garçons quand même, ils sont 3 garçons. Hein. Et puis, il y a une sœur qui, elle, a fait un cancer du sein à 49 ans et on ne retrouve rien de particulier chez les ascendants. Alors, Anna Veil, ouais, vas-y, ouais. Donc, on va, en définitive, à la fin de la consultation, je n'ai pas d'argument personnel pour lui faire un test. Elle a 41 ans, c'est jeune, mais ça n'ouvre pas systématiquement une indication de test génétique. Tous les cancers de moins de 41 ans, donc vraiment à la limite pour le coup, tous les cancers de moins de 40 ans, on va dire, quelle que soit l'histoire familiale, on propose un test génétique. Et puis quand on regarde, donc il n'y a pas vraiment d'indication, et puis quand on regarde l'histoire familiale, donc on voit effectivement qu'il y a 3 cas de cancer du sein dans la branche de son papa. Donc en fait, on dit qu'il y a 3 cas de cancer du sein qui sont reliés donc directement, premier degré, ou alors au 2e degré via un homme. Bref, en tout cas, il y a une indication de test génétique. Donc, on lui propose effectivement ce prélèvement. On se laisse quelques mois et je la revois quelques mois après et on retrouve bien sur son analyse une altération du gène qu'on appelle BRCA2. Il y en a 2, du BRCA, il y en a le 1 et le 2. BRCA, c'est pour breast cancer, cancer du sein en anglais en fait. C'est ceux-là qu'on connaît en fait de très longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire effectivement de cette information? La première chose, c'est qu'on a une explication à apporter à la patiente.
On l'a dit, le cancer, la plupart du temps, on ne sait pas l'expliquer. C'est plein de causes, c'est plein de facteurs, c'est plein d'ingrédients qui vont varier d'une personne à l'autre. Et notamment dans le cadre du cancer du sein, on en connaît assez peu, quoi, franchement. Et donc, on n'a pas d'explication à apporter aux patients qui s'interrogent du pourquoi j'ai fait un cancer du sein. Là, en l'occurrence, on peut penser que c'est un cancer qui a une origine génétique forte, et que si on le dit autrement, sans cette prédisposition héréditaire, probablement que la patiente, à la veille, n'aurait sans doute pas développé le cancer du sein, en tout cas à 41 ans, peut-être plus tard, comme d'autres femmes, mais probablement pas à ce moment-là. La deuxième chose, c'est qu'on va personnaliser sa prise en charge. Et de plus en plus, ce résultat, on l'utilise dès la prise en charge, en fait. Alors, comment? On l'a vu, Anna Veil, elle est en chimiothérapie et après, on va l'opérer. Et on a prévu d'enlever juste la tumeur et de faire juste. On a prévu d'enlever la tumeur et de faire des rayons derrière. Et là, il y a une première discussion qui s'ouvre, notamment avec la patiente, de se dire, bon, au niveau du sein droit, si on enlève la tumeur, on laisse le reste du sein en place, et donc dans le sein, il y a des cellules. Et l'altération génétique, elle est toujours en place, elle constitue Anna Veil, elle fait partie de son mode d'emploi en fait. Donc ça veut dire qu'à tout moment, elle peut de nouveau générer en fait l'apparition d'un nouveau cancer du sein, un deuxième qui serait complètement indépendant du premier. Alors, ça peut être de l'autre côté, mais ça peut être du même côté. Et là, à ce moment-là, si on est sur un deuxième cancer dans les années qui viennent, on va proposer probablement plutôt une chirurgie un peu plus lourde. On va enlever le sein, on va reconstruire le sein, mais sur un sein qui a eu des rayons. Donc, la chirurgie va être plus compliquée et puis surtout, l'esthétisme va être moins bien. Et donc, c'est vrai qu'on peut très bien discuter dès ce moment-là d'un geste plus radical, dès le départ, en fait, avec une reconstruction qui sera esthétiquement beaucoup plus jolie, en fait, et on protégera Anna Veil du risque du deuxième cancer, en fait, du même côté. Oui. Ah, donc c'est noté chirurgie du sein droit. Oui. Dans cette situation, on ne propose pas la chirurgie des deux seins. Alors, on va y venir. On va y venir juste après. Que ça oui, rarement dans le même temps, en fait. On peut en discuter, mais on va y venir après. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des traitements d'entretien qu'on prend par la bouche dans certains types de cancer du sein et dans certains stades, donc dans des choses très cadrées, où on ne peut proposer certains traitements que pour les femmes qui ont un cancer d'origine héréditaire, des traitements qui vont fonctionner uniquement chez ces femmes-là. Donc, en ce sens, cette information, elle est hyper importante. Et ce n'est pas systématique, c'est vraiment dans des indications très précises. Donc, on voit bien que dans le cadre de la prise en charge, cette information, on va l'utiliser. Et puis, effectivement, il y a le sein gauche, pour le coup. Et ce sein gauche, il va bien aujourd'hui, mais il y a de la glande mammaire qui va bien, et il y a cette prédisposition héréditaire. Et exactement comme je l'ai illustré pour le sein droit, eh bien, le risque qu'un jour, un autre cancer se développe de l'autre côté, pas le même que le premier. Le premier, on va estimer qu'on va le guérir, mais vraiment un autre cancer indépendant du premier. Ce risque, il n'est pas de 100%. Il n'est pas du tout de 100%, mais il est quand même très élevé. Et donc, ce sein gauche, il faut qu'on le surveille. C'est la première option. On surveille. Alors, pourquoi on surveille? Pour détecter très, très tôt un tout petit cancer. Pour avoir l'assurance de le guérir. Et puis, peut-être le plus simplement possible, en évitant, par exemple, la chimiothérapie. Là, il y a d'autres critères, donc c'est moins à coup sûr, mais c'est quand même l'ambition qu'on a avec cette surveillance, dont Oté Priska va vous parler après. Donc, surveiller de manière très rapprochée, avec l'objectif de détecter très très tôt un tout petit cancer. Mais peut-être qu'il n'y en aura jamais d'autres. On est toujours sur une probabilité. Effectivement, pour les femmes qui le souhaitent, et ça c'était le choix d'Angelina Jolie par exemple, c'est qu'on peut, dans ce cadre-là, pour les femmes qui le souhaitent, proposer d'enlever en fait toute la glande mammaire au niveau de l'autre sein qui va bien et reconstruire ce sein. Et derrière, s'il n'y a plus de glande mammaire, ça veut dire que le risque un jour de refaire un autre cancer du sein, ce risque-là, il est quand même hyper maîtrisé. Il n'est jamais de 0%, parce qu'il reste toujours quelques petites cellules, peu importe, mais en tout cas, il est vraiment maîtrisé. Et là, ça va alléger la surveillance, parce que de fait, on ne va plus faire l'IRM, la mammographie de l'autre sein. On surveillera quand même toujours l'autre, parce qu'il a été malade, donc on veut être sûr qu'il n'y ait pas de récidive. Mais néanmoins, effectivement, on ne va plus rentrer dans cette surveillance annuelle de l'autre petit type.
Les deux fonctionnent très bien pour protéger la femme. Néanmoins, ce n'est pas du tout la même approche. Dans un sens, on empêche carrément le cancer du sein d'apparaître. Et de l'autre, en fait, eh bien, peut-être qu'il apparaîtra jamais, mais on veut, s'il apparaît, le détecter très tôt. Mais la femme passe quand même par un parcours de soins, même allégé, une annonce, un nouveau cancer. Donc, évidemment, tout ça, c'est à peser. Ce n'est pas des petites chirurgies. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de points à discuter, évidemment, avant de faire son choix. Mais nous, en tant que TOTé, en fait, ce n'est pas à nous de dire ce qu'il y a à faire. On est là, en fait, pour expliquer aux patients les avantages, les inconvénients de l'un ou l'autre, et puis à la femme de choisir. On puisse répondre à ces questions. Donc, des fois, elle voit l'oncogénéticien, puis elle va voir le gynécologue, voilà, pour avoir différents sons de cloche, voir comment ça peut ressembler, comment se refait la reconstruction, etc., etc. Souvent, ça peut être très long. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on évite, on peut le faire, hein, bien sûr, sur le même temps opératoire, de dire on guérit, on traite le cancer et on en profite. Tant qu'à faire, hein, on se dit, bah oui, tant qu'à faire. Mais il n'y a jamais d'urgence, en fait. Et puis, des fois, c'est vrai que quand la femme est sous le coup d'une annonce, d'un diagnostic, on voit un petit peu ce geste-là comme un geste magique. Et on le voit bien dans le discours de certaines femmes. Et finalement, ça ne règle pas tous les problèmes. Et puis, on s'en recrée d'autres aussi, parce que c'est une chirurgie qui est quand même lourde. Et puis, surtout, qui peut, derrière, en fait, décaler, ralentir, en fait, l'initiation des traitements qu'on peut proposer après. Et donc, on fait plus de mal que de bien, finalement. Donc, si on n'a pas à y toucher, on n'y touche pas, souvent, et puis on le fait dans un second temps. Bon, il y a plein de façons de faire, hein, bien sûr. Tout ça, c'est à discuter. Voilà. Et puis, les ovaires, j'en parle parce qu'il y a un risque qui est augmenté aussi, parfois, notamment, mais avec BRCA2, c'est le cas. Et on ne sait pas très bien appliquer la même chose que pour les seins. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien surveiller des ovaires avec l'optique de détecter très tôt un cancer, qu'on va guérir à 100%, de manière simplifiée. Ça ne marche pas aussi bien, en fait, parce que les ovaires, c'est petit, c'est au milieu du ventre, et donc souvent, le pronostic n'est pas forcément, est moins bon en général que le cancer du sein. Et il se trouve que là, ça reste une chirurgie, en fait, qui est carrément simplifiée par rapport à celle du sein, avec beaucoup moins de complications, moins d'impact psychologique, etc. Et donc là, par contre, c'est quelque chose qu'on va recommander pour vraiment protéger la femme du risque de cancer de l'ovaire. Mais des fois, on fait des chirurgies alors que la femme n'aurait jamais développé de cancer, hein, clairement, on le sait. Mais c'est le meilleur moyen qu'on a, en fait, de protéger la femme pour ce risque-là. Et on le fait, ça dépend des âges, ça dépend du gène, 40, 45, 50. Voilà. Et puis, mon dernier point à moi, avant de passer la parole à ma consoeur, mais qu'est-ce qui se passe en dernier lieu? Parce que là, on a parlé beaucoup d'Anna Veil, mais on parle de prédisposition héréditaire. Et donc, à partir du moment où effectivement on a mis en évidence cette prédisposition chez Anna Veil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a probablement hérité de l'un de ses parents. Bon, peut-être on va dire du côté du papa, hein, parce que les hommes comme les femmes peuvent en être porteurs de ces prédispositions. Mais enfin bon, on a des surprises, hein, parfois en génétique. Donc, ce qu'on va dire, en tout cas, c'est que dans ce cadre-là, tous les apparentés d'Anna Veil au premier degré, son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, ses enfants, chacun ont un risque sur 2 d'être porteurs de la même prédisposition héréditaire qu'Anna Veil. Et donc, à leur tour, eh bien, ils ont alors la possibilité de venir en consultation et de savoir, de faire le test, savoir si oui ou non ils sont porteurs. Et la transmission auprès de toute cette famille, eh bien, elle va se faire par le biais d'Anna Veil. Donc, nous, on va l'aider, bien sûr, mais c'est elle qui doit en parler dans sa famille. Et donc, derrière, je vous fais l'illustration rapide, on teste la fratrie, puis là, vous voyez, on voit que la sœur qui a fait un cancer du sein, finalement, elle n'a pas retrouvé de prédisposition, puis on l'a retrouvée chez celle qui va bien. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas inhabituel, hein. Ça veut juste dire que la sœur, elle a fait un cancer à 52 ans, comme une autre femme, avec plein de facteurs, mais probablement pas le facteur héréditaire qu'on a trouvé dans la famille. Et donc, ensuite, une fois qu'on va un petit peu au-delà, eh bien, là, on voit, la sœur, elle est prédisposée. Donc, de fait, ça veut dire que sa fille, à son tour, peut faire le test génétique. Par contre, l'autre sœur qui, elle, ne présentait pas la prédisposition, de fait, on ne fait pas le test chez sa fille. On ne peut pas transmettre une anomalie dont on n'est pas porteur. D'accord? Et donc, on procède comme ça par cascade. Donc là, on teste, on s'aperçoit que c'est le papa qui était bien porteur. Donc, on va tester les tontons, les tatis. Et puis, si eux-mêmes sont porteurs, les cousins, les cousines, on procède toujours comme ça par cascade.
Voilà, donc en résumé, chacun des apparentés directement reliés en fait au patient qui est porteur de cette prédisposition, eh bien, un risque sur deux d'être porteur de la même prédisposition. Et on va faire les tests proposés en cascade en respectant la hiérarchie familiale, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que parfois, j'ai des cousins, j'ai des cousines qui viennent me voir parce qu'ils veulent savoir, ils veulent faire le test, sauf qu'on n'a pas testé leur papa, on n'a pas testé leur maman. Et globalement, éthiquement, en fait, c'est très compliqué de sauter des générations, si on veut bien. Éthiquement, économiquement, enfin, je pourrais vous donner plein de raisons, mais donc on le fait rarement. On finit par le faire si vraiment il y a une perte de chance. C'est sûr que la jeune fille, elle a 35 ans, donc elle est vraiment à risque de développer un cancer si elle est porteuse de cette prédisposition. Son papa, il est âgé, il a plein de pathologies, il habite très très loin, il va jamais venir me voir en consultation. Bah, forcément, on se pose la question quand même, hein. Donc on essaie d'avoir le papa au téléphone, d'échanger un petit peu avec lui. Enfin voilà, on arrive à se débrouiller pour pouvoir répondre aux demandes, mais en maintenant toujours cette hiérarchie familiale. Et puis si on fait tout ça, c'est toujours pareil, c'est vraiment dans un objectif très fort de prévention et de dépistage spécifique pour tous les membres qui sont porteurs, qui ont un risque plus élevé que n'importe qui de faire un cancer, et notamment le cancer du sein, pour ne plus se faire prendre de vitesse par le cancer dans la famille. C'est vraiment l'objectif. Et donc comment on fait? Pour le coup, c'est Prisca qui va vous le dire. Bon, alors, excuse-moi, je n'ai pas bien compris. Pourquoi on remonte sur les parents? Pourquoi? Parce qu'après, ça peut concerner en fait les générations dessus. En fait, si on remet, en fait, là, Anna Veil, donc elle est porteuse de cette prédisposition héréditaire. Donc elle-même, elle l'a probablement hérité de l'un de ses deux parents. On ne sait pas lequel en fait. Oui. C'est pas dit dans les gènes. Donc en fait, on propose le test au papa et à la maman. Déjà parce que si c'est la maman, on va proposer une surveillance aussi à la maman en fonction de l'âge qu'elle a. Là, il se trouve que c'est le papa. Donc effectivement, les hommes, on donne des petits conseils de surveillance, mais globalement, les papas, dans ce cadre de prédisposition au cancer du sein, sont surtout concernés un petit peu pour eux, mais aussi parce qu'ils ont le risque de transmettre en fait, hein. Donc là, le papa, il est porteur, donc lui, on ne va pas lui dire grand-chose, si ce n'est, ça serait bien de prévenir tes frères et ta sœur. Donc là, par exemple, on va tester la tante. Et si la tante, elle est porteuse, on va aller tester ses enfants. Et pareil pour les frères. Et donc là, on va se retrouver avec peut-être des cousines, des cousins, chez qui on aurait mis en évidence cette prédisposition héréditaire et à qui on va pouvoir justement proposer toute une surveillance. Oui. Voilà. Et tu l'avais bien expliqué. Non, mais c'est... Je voyais vraiment la descendance, quoi. C'est pas forcément aisé, en fait. C'est la descendance, et effectivement, néanmoins, on remonte pour essayer d'avoir toutes les branches, en fait, de la famille. Mais tout le monde ne répond pas forcément, hein. Il y a des familles, je vois tout le monde qui arrive, dans les 15 jours, tout le monde a pris son rendez-vous. Et j'ai des familles, je ne vois personne, en fait. On ne sait pas si l'information n'est pas passée, si les gens ne sont pas sensibilisés, ils n'ont pas envie de savoir. Ça, on respecte complètement. Moi, des fois, je dis, c'est bien d'avoir l'information, et puis après, effectivement, de prendre la décision, mais on le verra en toute conclusion rapidement, c'est pas un test comme les autres, quoi. C'est pas facile d'ouvrir une information politique et de se projeter un peu. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, moi, ça va être très rapide. Non, ça va, merci. Donc, moi, je suis radiologue, je suis Prisca Arthur, donc je suis radiologue depuis très longtemps. Je travaille à l'hôpital, j'ai rencontré Delphine là-bas. Et puis, depuis quelques années, je me suis hyper spécialisée dans le parcours du soin du cancer du sein. Le radiologue, il sert surtout à diagnostiquer les maladies et à les dépister quand elles ne sont pas encore là. Ah, voilà, t'as vu. Donc, en fait, je vais vous présenter les choses je vais peut-être mettre ce côté-là, de manière un petit peu plus pratique, parce qu'en fait, comme vous l'a très brillamment expliqué Delphine, on comprend mieux comment se forment les cancers, tout ça, mais moi, je trouve que c'est très angoissant, tout ça, de se dire, on est tous là à se dire, mais alors, j'ai des gènes, j'ai pas de gènes, et puis au final, à quoi ça sert? Eh bien, voilà, l'intérêt, donc Delphine a déjà dit un petit peu, pour moi, de savoir, c'est déjà, est-ce que je vais avoir une surveillance ou un dépistage classique, comme toutes les femmes, ou est-ce que je peux bénéficier d'une surveillance très particulière? Vous allez le voir juste après avec des examens d'imagerie qui sont un petit peu différents. Et puis surtout, comme vient de le réexpliquer aussi Delphine, pour ma famille, parce que justement, si j'apprends que je suis porteuse d'une anomalie ou d'une génétique, je peux surtout proposer un dépistage chez mes enfants et mes proches.
c'est un petit rappel très rapide. Vous connaissez le dépistage. Alors, vraiment, j'ai ciblé sur le cancer du sein. Hein. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Hein. Donc, le dépistage habituel se fait par la mammographie et l'échographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. Ça, c'est la base. Quand les personnes ont déjà des antécédents de cancer du sein dans leur famille, on peut leur proposer de commencer le dépistage un petit peu plus tôt, c'est-à-dire à partir de 40 ans. Certains gynécologues, d'ailleurs, demandent systématiquement, on appelle ça le dépistage individuel, de commencer à avoir une petite mammographie de référence pour le petit contrôle technique dès 40 ans. Pour les femmes à haut risque génétique, c'est-à-dire, alors là j'insiste, on ne peut pas se déterminer à haut risque génétique. Delphine a expliqué à quel point c'était complexe, à quel point des fois on pouvait avoir des impressions qui finalement ne se vérifiaient pas. Donc pour bénéficier vraiment d'une surveillance très particulière, il faut vraiment que ça ait été validé par une consultation oncogénétique. Les consultations avec Delphine sont gratuites, n'importe qui peut bénéficier et peut venir la rencontrer, exposer un peu son histoire familiale pour voir si on se retrouve ou pas dans ce cadre. Donc voilà, la prise de sang, on l'a dit, c'est très simple. Et la surveillance de manière générale, chez toutes les femmes, commence vers 25 ans par l'examen clinique. Quand on est une jeune femme, il faut prendre l'habitude d'aller chez son gynécologue ou chez sa sage-femme ou chez son médecin traitant, de palper soi-même ses seins, de connaître son corps pour que s'il y a une modification, quelque chose qui apparaisse, on puisse aller faire des examens en plus si besoin. Et elle se poursuit par des examens d'imagerie à partir de 30 ans. C'est-à-dire, tu peux passer, voilà, les examens d'imagerie dont je vais vous parler, on les commence en général à partir de 30 ans. Souvent, on me pose la question, avant 30 ans, c'est vraiment jeune. À part l'échographie, quand on sent une boule, voilà, les examens plus compliqués, on commence à partir de 30 ans. Donc, on différencie les femmes à très haut risque. Donc, c'est quand l'anomalie génétique a vraiment été mise en évidence sur la prise de sang. Et puis les femmes plutôt à haut risque, alors là, il y a une zone grise entre les deux. Il n'y a pas forcément de prédisposition génétique précise qui a été mise en évidence. Mais comme vous a montré Delphine, parfois, on n'a pas pu mettre en évidence le gène, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est pour ça aussi que certaines femmes qu'on a testées il y a une dizaine d'années, par exemple, on les réadresse à Delphine et elle renouvelle les tests parce qu'on sait que dans les 10 dernières années, on a découvert sur le plan génétique de nouveaux gènes, de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on peut parfois renouveler. Donc, l'examen clinique très important, l'IRM, vous avez dû en entendre parler, l'IRM mammaire, la mammographie, l'échographie de seconde look réalisée par le même radiologue. Alors, pourquoi en tout cas, le même radiologue ou la même équipe. En France, ils sont souvent plus nombreux et c'est la même équipe parce que l'IRM va vous montrer des choses très petites et très précises. On commence par cet examen et ensuite l'échographie va rechercher les anomalies qu'on a vues. Donc, il faut que la personne qui fasse l'échographie, elle ait bien en tête les images de l'IRM. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Peut-être tu peux passer parce que j'ai... Alors, ça, très, très vite, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des tableaux qui ont été édités et que cette surveillance qu'on vous propose, quand vous présentez un risque génétique plus important que la moyenne, elle est très standardisée. Hein, donc, je vous disais, ça commence en général par une IRM mammaire à partir de 30 ans. Avant, vous voyez, pas d'IRM mammaire. Donc, c'est pour les femmes qui présentent des prédispositions génétiques. La mammographie, ce n'est pas utile. Alors, pourquoi, par exemple? Parce que quand on a moins de 30 ans, souvent, on a des seins très denses, très glandulaires. On est une femme jeune. Et si on fait une mammographie, eh ben, elle risque d'être toute blanche. On ne va pas bien voir. Donc, ce n'est pas un examen à cet âge-là qui est très informatif. L'échographie mammaire, donc non, pas en dépistage. Mais par contre, s'il y a une anomalie, bien sûr, il faut la faire chez la femme jeune. À partir de 30 ans, comme je vous le disais, là, on commence l'IRM tous les ans. On fait la mammographie, mais on va faire qu'un cliché par sein. Pourquoi? Pour mettre moins de rayonnement sur les seins, parce qu'on sait qu'on va commencer à 30 ans. La dame, elle va peut-être vivre jusqu'à 90 ans, donc je vous laisse compter le nombre de mammographies que ça va lui faire. Après 65 ans, on estime que l'IRM mammaire n'est plus utile. Souvent, la femme, elle a eu sa vie de femme, enfin, voilà, allaiter ses enfants, et ses seins sont beaucoup plus lisibles, ils sont beaucoup plus graisseux, on a moins de difficultés diagnostiques, et l'IRM n'est pas toujours nécessaire. Par contre, là, on fait la mammographie entière. Voilà, donc ça a été détaillé quand la dame a déjà fait un cancer, comment on continue à la surveiller, etc., etc. Voilà, tu peux passer. J'ai mis d'autres tableaux pour vous montrer qu'il y a différentes situations, comme parfois quand on n'a pas identifié le gène, donc on suit ces recommandations. Et puis d'autres cas un petit peu particuliers, ce sera un petit peu long de vous détailler tout ça, mais c'est juste pour vous montrer que tout ça est très standardisé. Ce n'est pas le toté qui se dit
à la tête du client, cette dame-là, on va lui proposer ça. C'est très standardisé. Donc, c'était juste pour vous illustrer les examens. Donc, l'IRM mammaire, je ne sais pas si vous aviez imaginé, si certains d'entre vous en ont déjà passé, mais c'est une position un petit peu particulière. Moi, je dis c'est la position SPA. Absolument. Voilà. Là, en fait, c'est ce qu'on appelle ça, c'est une antenne. Hein, c'est-à-dire les seins pendent librement dans des cavités. Là, on essaye d'installer la dame le plus confortablement possible. C'est un examen qui dure une vingtaine de minutes. On va injecter un produit de contraste. Il faut essayer le moins possible de bouger, surtout le sein, parce que si les seins, on les fait trembloter, eh ben, l'image, elle va être floue. Et ça vous donne ce type d'image. Alors, on cherche à mettre en évidence, vous voyez, des rehaussements. Donc ça, c'est les seins qui pendent. Hein. Vous reconnaissez, on a retourné l'image pour un confort de lecture. En fait, la dame, donc, elle est bien sur le ventre. On cherche des rehaussements, on cherche des toutes petites anomalies, comme ça. Voilà. Parfois encore plus petits. Vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Alors, l'IRM, c'est un examen qui est très, très, très sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IRM, elle voit plein de choses. Mais la seule chose qu'elle ne voit pas, c'est les calcifications. Vous savez qu'il y a certains cancers qui commencent par des petites calcifications dans le sein, et ça, l'IRM, c'est une technique qui ne permet pas de visualiser ces petites calcifications. C'est pour ça que même si la femme a déjà eu son IRM, on va lui proposer de faire une mammographie. Mais en fait, la seule indication de cette mammographie dans ce contexte-là, c'est vraiment de rechercher des microcalcifications. Les microcalcifications, c'est ces petits points blancs là, vous voyez? Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est une femme jeune. Elle a des seins très, très denses. Il y a beaucoup de blanc, beaucoup de glandes. Donc voilà, ce n'est pas toujours très lisible. Enfin, on a parfois des difficultés. Donc on interprète. Et ensuite, voilà, c'est ce que je vous disais, les petites images, par exemple. On a vu ça à l'IRM. Et on ne l'a pas vu sur la mammographie parce que ce n'est pas facile. Et ben, on va chercher. C'est ce qu'on appelle l'échographie de seconde look. Seconde look, c'est-à-dire seconde lecture. On va parfois passer beaucoup de temps à chercher, à se localiser. On dit, ah, on est au milieu du sein. Ah, on est juste devant le muscle. Donc à l'échographie, on va chercher. Et quand on a de la chance, on trouve. Alors, de la chance, pourquoi? Parce que l'intérêt de trouver une petite cible, c'est de pouvoir la biopsier. Parce qu'une fois qu'on a biopsié, on peut faire le diagnostic. Parce que je vous ai dit, l'IRM, c'est un examen qui est très puissant, qui voit plein de choses, mais c'est un examen qui n'est pas très bon pour dire si c'est gentil ou si c'est méchant. Donc, en fait, le seul examen qui permet d'aboutir à un diagnostic, c'est vraiment la biopsie. Et pour biopsier, il faut une cible. Si on n'a pas de cible, bah, on peut pas traiter des images. Hein. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Donc, la surveillance, elle est annuelle. Elle est importante, je vous ai dit que ce soit standardisé, c'est-à-dire en général dans un délai de quelques jours. Parce que vous comprenez bien que si on fait l'IRM en janvier et qu'on fait la mammo en juin, et ça c'est compliqué ici, on a des difficultés en Polynésie à organiser ça. Mais ça ne va pas du tout parce que je vais faire une écho en juin, en me référant à des images qui datent de 6 mois avant, il peut se passer des tas de choses pendant 6 mois. Donc c'est pour ça que c'est important de programmer on va dire dans les semaines au même moment. C'est très important quand vous venez me voir pour la mammographie que j'ai vu votre IRM, parce que voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Et cette surveillance, oui, donc je vous ai parlé de la biopsie, et la surveillance, je le sais parce que je le vis avec vous au quotidien, c'est parfois très anxiogène. Bon, il y a des dames, tous les ans, ce passage chez la radiologue, c'est terrible parce qu'elles ont vraiment l'impression qu'un coup près va leur tomber sur la tête. Alors que Delphine l'a bien dit, c'est des examens qui sont souvent normaux. Le risque n'est jamais un risque de 100%. Et ce que j'essaie d'expliquer aux femmes, c'est qu'on cherche des crottes de mouche dans ces contextes-là. Hein. Donc, on cherche vraiment des anomalies très petites parce qu'on sait qu'on peut proposer des traitements et guérir les femmes sur des toutes petites anomalies comme ça. Voilà, et puis bah, on a un peu évoqué cette solution. Il y a certaines femmes, elles ne supportent pas ce couperet au-dessus de leur tête et elles préfèrent la mastectomie qu'on appelle, maintenant on dit plus prophylactique, on dit la mastectomie de réduction de risque. Sachant que cette mastectomie, il faut quand même le rappeler, elle diminue très nettement le risque. Alors là, ça c'est sûr. Mais le risque, comme le risque 100% n'existe pas, mais le risque 0 n'existe pas non plus. Hein, il peut toujours rester une petite cellule, voilà. Bon, par contre, c'est le choix que font certaines femmes. C'est un choix qui doit vraiment être mesuré, qui doit être discuté, qui doit être réfléchi, parce que ça reste un acte chirurgical avec des risques d'une chirurgie. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en discute souvent en réunion multidisciplinaire. On laisse des temps de réflexion aux femmes.
et on essaie de les aider pour qu'elles puissent prendre leurs décisions. La surveillance, elle est possible. Elle permet de dépister les petits cancers. Il faut juste prendre cette habitude tous les ans d'aller voir son radiologue, de faire ses examens et puis de passer ce cap. Et parfois, ça se passe très bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit, ce que je voulais dire. Je te laisse conclure. En conclusion, voilà, c'est juste juste vous dire, effectivement, voilà, les prédispositions héréditaires, elles existent, on vient de le voir, même si finalement elles expliquent assez peu de cancers, 5 à 15% des cancers, on l'a vu, que l'oncogénétique, elle a cette ambition de mettre en évidence ces prédispositions, mais que même quand on n'en met pas en évidence, on se base sur l'histoire familiale pour proposer une surveillance qui soit vraiment adaptée à toute cette histoire-là. Et puis, c'est les retentissements psychologiques, j'en ai tout y parlé, Prisca un peu plus. Ils sont à tous les niveaux, quoi. Ils sont au moment de se dire je fais le test parce qu'effectivement, on met en évidence une information qu'on n'avait pas jusque-là et qui nous fait dire tout d'un coup vous êtes à risque augmenté de cancer. C'est quand même pas rien après de vivre avec ça. Tu viens très bien l'illustrer. Les prises en charge qui en découlent, exemple la mastectomie de réduction de risque, effectivement, qui est également sur le plan psychologique très lourde. Des décisions très difficiles à prendre, et puis aussi de transmission à la descendance. Alors, quand on a les enfants, les enfants, ils sont déjà là, mais quand il y a des envies de maternité, qu'il y a des envies d'enfants, savoir qu'on est porteur d'une prédisposition. Il y a des femmes qui ont beaucoup, beaucoup de mal avec ça, avec ce risque, en fait, de transmettre. Ça, pareil, discussion, il y a plein de possibilités. Enfin, bref, on n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps, mais bien dommage, mais voilà, en tout cas, à chaque étape, il y a des considérations psychologiques très importantes. Si tu permets, je voudrais juste rajouter une petite chose. Souvent, tu utilises ce terme quand tu fais des consultations, que tu annonces à une personne qu'elle est porteuse d'une altération génétique. Tu leur dis maintenant, vous avez le rôle de messager. Et ça, je voudrais juste insister là-dessus, parce qu'en fait, le rôle de messager, c'est-à-dire maintenant, c'est à vous d'aller en parler autour de vous, dans votre famille, d'ouvrir la discussion. Et je sais que c'est pas facile. Dans certaines familles, il y a des choses, des fois il y a des conflits tout simplement, il y a des choses dont on ne parle pas. Et c'est très important parce que ça permet à chacun de se faire dépister avec le dépistage qu'il mérite, entre guillemets. Et en Polynésie française, c'est très particulier parce qu'on est un tout petit monde. Et en fait, Delphine et moi, on travaille beaucoup ensemble, on voit beaucoup de gens. Et très souvent, on voit des gens et on sait qu'ils appartiennent à cette famille-là. On sait exactement qu'ils sont porteurs d'une... Mais on n'a pas le droit de leur dire. Il faut savoir que nous, on est liés au secret médical, c'est-à-dire, par exemple, je suis une femme qui a un cancer du sein qui porte une mutation BRCA1 ou 2, et le lendemain, je vais voir sa sœur. Ce n'est pas à moi, je n'ai pas le droit de dire à sa sœur, tu sais pas, hier j'ai vu ta sœur, dis donc. Et donc, c'est extrêmement frustrant de notre côté parce que moi, je me dis, le risque est d'augmenter et je ne peux pas lui dire. Donc, je voudrais insister un peu. Ça, tu vois, tu n'en avais pas parlé. C'est important. Oui, non, c'est vraiment votre rôle dans votre famille de libérer la parole. Et des fois, c'est dur. Il y a des gens, ils ne veulent pas en entendre parler. Et moi, je ne veux pas savoir. Il y a plein d'histoires comme ça. Et voilà, il faut comprendre que c'est à vous de parler dans vos familles. Voilà. Ok. Allez.